Bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour cette nouvelle conférence du lundi qui est organisée par le Jardin des Sciences. Je remplace aujourd'hui ma collègue Margot, que vous avez l'habitude de voir à ma place. Rassurez-vous, elle sera de retour pour la prochaine conférence. Pour ma part, je suis Julie et donc c'est moi qui vais modérer cette conférence aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Charlotte Canteloup, qui est chargée de recherche en éthologie au CNRS Université de Strasbourg. Elle abordera le sujet de la théorie de l'esprit chez les animaux et je vais de ce pas lui laisser la parole pour une présentation de 45 minutes environ, comme vous en avez effectivement l'habitude. Et puis cette présentation sera suivie ensuite d'un temps d'échange avec la salle. Et je vous souhaite une bonne conférence. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux pour m'écouter et merci pour la présentation. Donc, je vais effectivement vous parler aujourd'hui de théorie de l'esprit chez les animaux, plus précisément les primates hein, et notamment les macaques. En fait, c'est ce que j'ai étudié pendant ma thèse, donc il y a maintenant une dizaine d'années. Ça commence à dater, mais je suis toujours contente d'en parler. Donc je pense qu'on s'accordera tous, probablement dans cette salle pour dire que, l'espèce humaine a développé des capacités cognitives, une intelligence, sociale notamment très complexe, qui lui a permis, voilà, de développer, toute une sorte de choses. On a évidemment, l'art, nos architectures, nos traditions culinaires, le fait, de lire, d'écrire, et puis aussi tout un tas, de créations, technologiques, hein, le fait même que je suis, aujourd'hui capable de vous faire cette présentation, sur cet écran, tout ça est issu d'une longue évolution, culturelle, notamment, de culture cumulative qui fait que, la richesse et la complexité des cultures humaines aujourd'hui est inégalée, dans le règne animal. Et nous, humains, nous sommes aussi dotés de ce qu'on appelle une théorie de l'esprit. Donc la théorie de l'esprit, ça a été défini en 1978 par des chercheurs qui s'appelaient Premack et Woodruff comme la capacité à inférer des états mentaux à soi-même et aux autres. Et donc en fait, c'est disons la capacité que l'on a de comprendre, de se projeter à la place des autres et de comprendre que les autres peuvent avoir des croyances, des savoirs, des connaissances, etc., qui peuvent différer des nôtres. Et l'existence d'une théorie de l'esprit chez les autres animaux est quelque chose de très fortement débattu au sein de la communauté scientifique depuis assez longtemps, depuis ces années-là, fin des années 70, et encore aujourd'hui. Et une des grandes questions scientifiques à l'heure actuelle, c'est de savoir pourquoi et comment est-ce que nous avons développé de telles capacités cognitives. En somme, quelle est leur histoire évolutive? Et donc, une approche, étant donné que les comportements ne fossilisent pas, vous m'entendez pas bien? Non? Alors attendez, je sais pas s'il y a un moyen d'augmenter le volume. Parce que je suis assez proche quand même du... Ah oui. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Oui? Ok. Donc voilà, donc je disais que les comportements ne fossilisent pas. Donc une approche consiste à étudier et comparer le comportement et les capacités cognitives d'autres espèces animales, et notamment des espèces qui nous sont phylogénétiquement proches. Donc là, ce que je vous ai représenté, ça s'appelle un arbre phylogénétique. Ça marche pas très bien. Donc cet arbre-là, en fait, il montre les relations de parenté entre espèces. Donc vous pouvez voir qu'ici, on vous a représenté les différentes espèces de primates. Nos plus proches cousins sont les grands singes, donc c'est-à-dire les gorilles, bonobos, orang-outans, chimpanzés. Et puis, on a d'autres espèces de primates qui nous sont apparentées. Par exemple, moi, je vais vous parler aujourd'hui des macaques qui font partie des singes de l'Ancien Monde et avec lesquels nous partageons un ancêtre commun qui date à peu près d'il y a 35 millions d'années. Et donc l'idée est que si on observe
des comportements ou disons des capacités cognitives qui sont similaires chez le macaque et chez l'espèce humaine, eh bien, on peut faire l'hypothèse que ces capacités, elles étaient déjà présentes chez l'ancêtre commun que l'on partage avec eux et qui date d'il y a 35 millions d'années. Et donc Darwin, qui est un peu donc le père de la théorie de l'évolution, selon Darwin, il existerait une continuité mentale entre l'espèce humaine et les autres animaux, et que finalement leurs capacités cognitives différeraient en degrés et non en nature. Et donc l'idée de Darwin, c'est que étudier d'autres espèces animales, et notamment celles qui nous sont le plus proches, permettrait donc de retracer l'histoire évolutive de ces capacités cognitives. Donc moi, quand j'ai fait ma thèse, j'ai adopté en fait cette approche très, très darwinienne, et je me suis posé la question de savoir si les singes, en l'occurrence les macaques, avaient une théorie de l'esprit, et je me suis posé plusieurs questions qui étaient de savoir déjà, est-ce qu'ils sont capables de comprendre l'attention, c'est-à-dire de discriminer différents états attentionnels? Est-ce qu'ils sont capables de prendre la perspective visuelle de leurs congénères? Est-ce qu'ils sont capables de tromper leurs congénères, de les manipuler socialement en quelque sorte? Et est-ce qu'ils sont aussi capables de comprendre différentes intentions? Donc ça, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc la première partie, vraiment l'idée, c'était de répondre à cette question: est-ce que les macaques sont capables de discriminer différents indices attentionnels? Et pour cette partie, je me suis intéressée à 2 espèces de macaques qui sont le macaque de Tonkéan et le macaque rhésus. Donc il y a à peu près 25 espèces de macaques qui existent dans le monde. Elles ont toutes la même organisation sociale, c'est-à-dire que ce sont des groupes qui vivent donc en groupe mixte, multigénérationnel, multimâle, multifemelle. Et ce qu'elles ont d'intéressant, ces espèces de macaques, c'est qu'elles sont catégorisées, elles se classifient selon différents grades sociaux. C'est-à-dire qu'il y a des espèces qui sont socialement très tolérantes, comme le macaque de Tonkéan, chez qui les relations vont beaucoup dépendre de relations d'affinité, hein, d'amitié en quelque sorte, chez qui la hiérarchie de dominance est assez relaxe, puisque chez les primates en général, il y a une hiérarchie de dominance avec donc des individus qui vont être assez haut placés dans la hiérarchie, d'autres qui vont être plutôt bas dans la hiérarchie. On peut, chez cette espèce, observer beaucoup de protestations. Il n'est pas rare de voir des individus assez subordonnés qui vont protester contre des plus dominants, et ça se passera bien. Il n'y a pas de conflit très grave, etc. Alors que chez les macaques rhésus, là, la hiérarchie est beaucoup plus respectée. Les relations sociales sont beaucoup plus dépendantes de la parenté. Les conflits vont être beaucoup plus graves, etc. Et donc l'intérêt qu'il y a à étudier ces différentes espèces de macaques, c'est qu'on peut s'intéresser, tester un peu l'impact de cette tolérance sociale sur le comportement, sur les capacités cognitives. Et ça, c'est assez intéressant parce que cette tolérance sociale, elle a été suggérée comme ayant un impact très important dans le développement cognitif de l'espèce humaine au cours de l'évolution. Donc j'ai étudié ces 2 espèces qui vivent en semi-liberté là dans les parcs que vous voyez au centre de primatologie de l'Université de Strasbourg. Et donc pour tester cette question-là, est-ce qu'ils discriminent différents états attentionnels, on a mené une expérience. Donc on avait préalablement appris aux singes à pointer en direction d'une récompense alimentaire qui était hors de leur portée. Donc je vais vous montrer ensuite une vidéo, vous verrez un peu mieux qu'ici, mais sur l'image, vous pouvez voir donc un singe qui est assis sur une chaise. Face à lui, il y a une table, et puis vous avez 3 poteaux sur lesquels il y a des petits containers sous lesquels on peut cacher un grain de raisin. Donc c'est une récompense alimentaire qu'ils aiment bien, mais qui est hors de leur portée. Donc pour obtenir la récompense alimentaire, il faut qu'ils montrent à l'expérimentatrice où se situe la nourriture, et ça, ils le font en pointant en direction de la nourriture.
Donc on a fait ça et ensuite on les a testés dans différentes, conditions expérimentales qui différaient, selon, l'état d'attention de l'expérimentatrice qui était donc soit attentive, dans la condition alternance, elle suivait, le regard du sujet, du singe. Heu, Dans la condition yeux ouverts, elle était face à lui, les yeux ouverts. Et puis dans les autres conditions, elle était inattentive, c'est-à-dire qu'elle avait les yeux fermés, elle regardait en l'air ou de côté ou bien, elle avait le dos tourné ou alors elle était absente. Donc là, je vais vous montrer une petite vidéo d'un essai, donc là, de la condition tête de côté avec un macaque rhésus. Donc vous avez ici une première expérimentatrice qui vient, qui montre un grain de raisin au singe et puis qui va le cacher, sous le petit cache du milieu. Voilà, ensuite elle part et ensuite une seconde expérimentatrice qui ne sait pas où est cachée la nourriture vient et là regarde pendant 10 secondes à peu près de côté. Et vous pouvez voir d'ailleurs un joli exemple de suivi de regard du singe qui regarde du même côté qu'elle. Et à la fin, hop, dès qu'elle commence à se remettre face à lui, il pointe dans la bonne direction et il est récompensé. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, voilà, on a fait plusieurs essais à la suite de ces différentes conditions expérimentales. Tout était filmé. Donc ensuite, c'est un long travail d'analyse vidéo très fine pour enregistrer voilà, les comportements de pointage, de regard des singes, etc. Ce qui nous permet de quantifier ensuite, voilà, qu'est-ce qu'ils regardent, combien de temps, etc. Donc ici, vous avez les résultats qu'on a obtenus. Donc ce sont la fréquence moyenne des alternances de regard du singe entre donc l'expérimentatrice et la nourriture cachée en fonction des différentes conditions expérimentales. En gris, les macaques de Tonkéan et en jaune, les macaques rhésus. Et donc ce que vous pouvez voir, c'est que les macaques donc, de Tonkéan et les macaques rhésus de manière générale émettaient plus d'alternance de regard face à une expérimentatrice qui était attentive qu'une expérimentatrice qui était inattentive. Même si on n'avait pas de différence significative qui ressortait entre la condition yeux ouverts et yeux fermés. Donc ça, ce que ça montre, c'est que les singes sont capables de discriminer ces différentes conditions expérimentales et qu'ils le font visiblement sur la base d'indices attentionnels, disons plutôt grossiers, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte l'orientation du visage et du corps de l'expérimentatrice pour communiquer avec elle et pour lui communiquer intentionnellement la localisation de la nourriture cachée. Donc, ils sont tout à fait capables, voilà, de communiquer intentionnellement à l'expérimentatrice où se situe la nourriture qu'ils souhaitent obtenir, et ils le font en s'adaptant à son comportement, mais en prenant en compte des indices qui sont l'orientation de son visage et de son corps, et visiblement pas tellement l'état des yeux, même si on avait quand même, pour les macaques rhésus en jaune, qui étaient particulièrement sensibles à cette condition d'alternance qui correspond en fait à une condition d'attention conjointe, c'est-à-dire que l'attention du sujet et de l'expérimentatrice porte sur la même chose. Et, et donc, on peut peut-être mettre ça aussi en lien avec le fait que ce que je vous disais, que les macaques rhésus sont particulièrement peu tolérants. Et donc, nous, on faisait l'hypothèse que peut-être qu'ils étaient très sensibles aussi à ça parce qu'ils ont besoin de faire particulièrement attention à ce que font leurs congénères, puisqu'ils sont un peu toujours à l'affût des indices qu'ils peuvent percevoir chez les autres pour éviter notamment des conflits sociaux, etc. Ensuite, la deuxième question donc, que je me suis posée, c'est est-ce qu'ils sont capables de prendre la perspective visuelle de leurs congénères? Et donc pour ça, cette fois, on a testé les singes entre eux. Donc par dyade, on a testé un dominant avec un subordonné. Et on les a testés dans une situation de compétition alimentaire,
puisque les dominants ont par définition un accès privilégié aux ressources, à la nourriture. Et donc l'hypothèse qu'on faisait, c'est que si donc en fait l'expérience, le subordonné pouvait voir 2 morceaux de nourriture, alors que le dominant ne pouvait en voir qu'un seul. Et notre hypothèse était que si les subordonnés sont capables de percevoir ce que les dominants peuvent et ne peuvent pas voir, alors ils devraient se diriger préférentiellement vers la nourriture qui est cachée à la vue du dominant. Donc là aussi, je vais vous montrer une vidéo de l'expérience. Donc cette expérience, elle se déroulait dans une zone comme ça qui est divisée en 3 parties. Donc vous avez tout à gauche une petite zone où il y a un sujet. Donc là, dans cet exemple-là, c'est le dominant. Au milieu, vous avez la zone centrale avec des parpaings. Donc un morceau de nourriture va pouvoir être placé sur un des 2 parpaings, de telle sorte qu'il sera visible par les 2 sujets qui sont de part et d'autre. Et dans l'autre parpaing, à l'intérieur, on va placer un autre morceau de nourriture qui ne sera visible que par un des 2 sujets. Et là, tout à droite, vous avez le subordonné dans cet exemple-là. Et donc les zones sont séparées par des doubles trappes, des trappes opaques qui sont doublées d'une trappe transparente, de telle sorte que lorsqu'on va ouvrir les trappes opaques, les sujets vont pouvoir regarder à travers les trappes transparentes, voir ce qu'il y a dans la zone centrale, donc où est située la nourriture, et avec qui ils sont testés, puisqu'ils sont testés avec des congénères de leur groupe, donc ils connaissent et ils peuvent savoir si c'est un individu qui est au-dessus d'eux dans la hiérarchie ou en dessous d'eux. Donc voici l'expérimentatrice qui met donc une rondelle de banane sur le parpaing du fond et une à l'intérieur du premier parpaing, qui sera donc visible uniquement par le subordonné à droite. Et donc elle va ouvrir les trappes opaques. Et dans cet exemple-là, le subordonné, qui est à droite, on va lui donner accès à la zone de test quelques secondes avant le dominant. Et on a fait ça pour éviter que le subordonné ne fasse un choix qui dépende de celui du dominant, mais qui fasse bien un choix indépendant. Donc vous le voyez, il rentre, il se dirige vers la nourriture cachée, il l'a prise, et puis le dominant, ensuite, lui, va vers la nourriture visible. Donc, pareil, là aussi, ces expériences, elles ont été répétées plusieurs fois. On a testé plusieurs dyades différentes de singes. Et ce qu'on a là aussi, tout était filmé, etc. Donc après, on analyse les vidéos et on relève notamment dans quelle direction les singes vont. Quelle est leur première direction adoptée? Est-ce qu'ils vont d'abord vers la nourriture cachée en bleu ou est-ce qu'ils vont d'abord vers la nourriture visible en rouge? Et donc ce que vous pouvez voir, c'est que les subordonnés, lorsqu'ils sont relâchés en même temps que les dominants dans la zone de test, eh bien, ils vont préférentiellement, dans 92,5% des cas, en premier, vers la nourriture cachée à la vue du dominant. Et lorsque ils sont relâchés avec un petit temps d'avance par rapport aux dominants dans cette zone de test, eh bien, ils continuent à aller préférentiellement, bien qu'un peu moins, dans 71,79% des cas, vers donc, cette nourriture cachée à la vue du dominant. Donc ces résultats-là, ils suggèrent que le subordonné, effectivement, semble capable de prendre la perspective visuelle du dominant et de comprendre que il y a un des 2 morceaux qu'il ne peut pas voir et que donc il vaut mieux qu'il aille prendre celui-là pour avoir une chance d'obtenir quelque chose. Et on avait quand même contrôlé ça, on avait testé les dominants dans les mêmes situations, c'est-à-dire que fait un dominant lorsqu'il voit les 2 morceaux de nourriture et que le subordonné ne peut en voir qu'un seul? Les dominants, eux, ils n'ont pas de préférence, ils font du 50-50. Donc ça, c'est un contrôle qui nous permet de dire que de manière générale, les dominants, enfin les singes, n'ont pas une préférence pour de la nourriture qui serait cachée.
Après, si vous avez remarqué, on avait quand même remarqué quelque chose d'intéressant, c'est que quand les subordonnés étaient relâchés un petit peu avant les dominants, au cours de l'expérience, certains mettaient en place certaines stratégies, ou en tout cas, certains allaient d'abord vers la nourriture visible, ce qui leur permettait parfois d'avoir le temps d'aller chercher ensuite la nourriture cachée et d'avoir deux morceaux. Donc on a regardé ça plus en détail, hein, et on a décrit en fait différentes stratégies comme ça qui étaient mises en œuvre par ces subordonnés. Donc je vais vous montrer 2 exemples de ce qu'on a observé. Donc là, dans cet exemple-là, vous avez encore, c'est la même configuration qu'avant. Vous avez le dominant à gauche, le subordonné à droite, et la nourriture, c'est tout pareil. Donc le morceau visible, oups, le morceau visible est au fond et le morceau caché est dans celui de devant. Et donc là, on a donné accès à la zone de test au subordonné. Vous voyez, il est sous la trappe, il n'est pas encore rentré, mais du coup, pourquoi ça marche pas? Voilà. Donc là, il rentre, il se dirige vers la nourriture cachée, mais il va pas la prendre. Le dominant, lui, rentre, il prend le morceau visible. Et puis le subordonné, il fait un peu comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas de nourriture cachée. Le dominant se retourne, se dirige vers le subordonné qui se déplace. Le dominant sort et dès qu'il a le dos tourné, il va chercher le morceau caché. Donc ça, c'était un exemple qu'on observait. Et puis, je vous en montre un autre. Où là, alors attendez. Donc là, vous avez le dominant à gauche, c'est toujours le subordonné à droite. Et là, cette fois, le morceau visible est sur le parpaing de gauche, là, le premier, et le morceau caché est sur celui à l'intérieur de celui du fond. Et donc là, le subordonné rentre, vous voyez, se dirige en premier vers la nourriture visible. Voilà, il rentre, il se dirige vers la nourriture visible, mais il ne va pas la prendre tout de suite. Le dominant rentre, il la prend. Ensuite, le subordonné est allé vers la nourriture cachée, mais il ne l'a pas prise. Et il est sorti de la zone de test. Bon, il est suivi par le dominant. Et puis, quelques instants après, le subordonné revient chercher son morceau caché. Voilà, donc on a observé ce genre de stratégie comme ça qui était mise en œuvre du coup par certains subordonnés face à des dominants pour obtenir la nourriture. Et je pense que quand vous voyez ces exemples-là, eh bien, ce qu'on a tendance à faire, c'est d'interpréter ces comportements de manière assez riche, en disant, voilà, le subordonné essaye de manipuler socialement, de tromper intentionnellement le dominant, de lui faire croire qu'il n'y a pas de nourriture cachée dans la zone de test. Mais en réalité, tous ces comportements-là, ils peuvent s'expliquer bien plus simplement, sans forcément requérir à une interprétation assez riche comme ça, de type théorie de l'esprit. Parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé très très finement donc ces comportements et notamment la façon dont le subordonné se comportait en fonction du comportement du dominant. Et ce qu'on a pu mettre en évidence et montrer, c'est que les subordonnés sont très très doués pour lire le comportement du dominant et pour agir en fonction de certains indices. Je ne sais pas si vous avez vu dans la vidéo précédente, mais à partir du moment où le dominant se retourne et se positionne face au subordonné, c'est à ce moment-là que le subordonné commence à ne plus le regarder
et à changer de direction. Donc, ces comportements-là, ils peuvent s'expliquer plus simplement par des processus assez simples de type inhibition comportementale, c'est-à-dire que les subordonnés, au cours de leur vie, ils ont pu apprendre qu'il fallait éviter de se placer dans la ligne de vue du dominant, etc. Et en fait, ils peuvent tout à fait faire preuve de comportements qui, d'apparence, ont l'air complexes, mais qui peuvent s'expliquer par des règles comportementales assez simples. Voilà, et après ça, je me suis demandé s'ils étaient capables de discriminer différentes actions intentionnelles. Donc là, on a fait une autre expérience, un peu dans le même setup que la première que je vous ai montrée. Donc vous avez toujours le singe qui est sur sa petite chaise. En face de lui, il y a cette table sur laquelle on va poser un grain de raisin hors de sa portée. Donc là aussi, il sait pointer en direction de la nourriture pour la demander. Et puis, sur le grillage, il y a une plaque de plexiglas. Donc, vous avez une fente dans laquelle le sujet peut passer son bras et pointer en direction de la nourriture. Il y a un trou à travers lequel il peut être récompensé avec les raisins. Et puis, ce trou peut être, dans certaines conditions, obstrué par le petit volet de plexiglas. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé les macaques dans différentes conditions expérimentales qui variaient selon, disons, les actions intentionnelles de l'expérimentatrice. Donc, l'expérimentatrice était soit bien ou mal intentionnée. C'est-à-dire que là, dans la condition réticente, elle était, disons, mal intentionnée, c'est-à-dire qu'elle pouvait donner la nourriture au singe, mais elle ne le faisait pas. Et donc, je vais vous montrer ce que ça donnait. Voilà, donc là, elle a le grain de raisin dans la main, et puis en fait, elle pourrait le donner au singe. D'ailleurs, il essaye de le saisir, mais elle ne le fait pas. Ce qui l'énerve d'ailleurs, donc il s'en va au bout d'un certain temps. Et donc l'idée, c'était, dans des différentes conditions expérimentales, d'avoir exactement les mêmes mouvements moteurs, mouvements corporels, pour éviter que le singe ne puisse discriminer les différentes conditions sur la base de ces mouvements moteurs, mais que s'il fait des différences, c'est bien sur l'intention qui est perçue à travers ces actions. Donc ça, c'était la condition incapable. Donc là, l'expérimentatrice est plutôt bien intentionnée. Elle essaye de donner la nourriture au singe, mais elle ne le peut pas parce que le trou est obstrué par le volet de plexiglas. Voilà, donc vous pouvez voir, elle faisait exactement les mêmes mouvements qu'avant, mais là, rien ne peut passer à travers le plexiglas. Et vous voyez le comportement du singe, qui est un petit peu différemment. Alors, il fait pas mal de bâillements, ce qui est source un peu d'anxiété. En général, ils font ça quand ils sont pas très à l'aise. C'est un peu comme les chiens. Vous savez, les chiens qui bâillent beaucoup, ils font ça quand ils sont pas très à l'aise. Et puis, on avait une dernière condition qui était une condition neutre où l'expérimentatrice était distraite. C'est-à-dire qu'au lieu de manipuler le raisin, elle manipulait un caillou à la place et le raisin était resté sur la table. Donc là, vous pouvez voir, le caillou, ça l'intéresse pas tellement et puis continue à quémander pour le raisin. Mais bon, ça l'intéresse pas trop, il se désintéresse assez vite de ce qui se passe. Voilà, quand il se gratte aussi, on enregistrait tout ça. Et bon, quand il se gratte, c'est aussi que c'est un peu stressant. Et donc ça, c'est les résultats qu'on obtenait. Donc, vous avez le nombre moyen d'alternance de regard du singe, donc entre l'expérimentatrice et ce qu'elle tenait dans la main, en fonction des différentes conditions
expérimentale, donc la condition réticente, donc en noir, hein, mal intentionnée, incapable en blanc et distraite en gris. Et donc ce que vous pouvez voir, c'est qu'il faisait donc significativement plus d'alternance de regard face à une expérimentatrice donc mal intentionnée que bien intentionnée ou que distraite. Et puis on avait un pattern qui était différent pour les quémandes, donc là les gestes de pointage que les singes font pour réclamer la nourriture, hein, où là ils en faisaient beaucoup plus face à une expérimentatrice distraite. Alors là c'est aussi parce que voilà le raisin était sur la table, bien visible, donc ça explique aussi pourquoi il y en a plus là, que face à une expérimentatrice qui était incapable, et encore moins face à une expérimentatrice qui était réticente. Donc ça montre une fois de plus aussi que, il semblerait que les macaques sont bien capables de discriminer ces différentes conditions expérimentales, hem et qu'ils semblent donc capables de discriminer différentes, actions, intentionnelles, de l'expérimentatrice. Après, est-ce que le fait qu'ils discriminent ces différentes conditions, ça veut pour autant dire qu'ils comprennent que l'expérimentatrice est réellement bien intentionnée ou mal intentionnée et qu'elle a vraiment la volonté ou pas de leur donner la nourriture? C'est difficile de conclure là-dessus parce que, en fait, les singes peuvent aussi résoudre ces expériences en adoptant des règles aussi assez simples. En fait, ils peuvent tout simplement comprendre, par exemple, que dans la condition incapable, il y a disons, cette barrière, ce volet de plexiglas qui empêche, cette barrière physique qui empêche la nourriture d'obtenir la nourriture. Et c'est des choses aussi qu'ils ont pu apprendre au cours de leur vie, que quand il y a une barrière physique, eh bien, il est peu probable qu'ils obtiennent une nourriture par la suite, etc. Donc on a aussi toute une sorte, finalement plein d'hypothèses alternatives qui peuvent expliquer les comportements des singes, hein, sans forcément dire qu'ils sont capables de comprendre ce que veut dire être bien ou mal intentionné, disons. Donc en fait, les comportements là que je vous ai décrits aujourd'hui et que j'ai pu observer chez les macaques, des comportements très similaires ont été observés chez plein d'autres espèces. Alors notamment chez d'autres primates, comme donc les chimpanzés, qui sont un peu les stars de la cognition. En tout cas, à cette époque-là, quand moi j'ai commencé à travailler sur ce sujet, il y a 10-15 ans, ils étaient encore considérés comme cognitivement supérieurs aux autres singes, petits singes notamment. La plupart des études d'ailleurs se faisaient chez les chimpanzés. Mais en réalité, ils sont pas du tout, ils sont pas forcément meilleurs que les autres, puisque des comportements similaires ont aussi pu être observés chez donc des macaques, mais aussi des babouins, des lémuriens, etc. Et puis même chez certains oiseaux, des corvidés notamment, des chiens, etc. Donc, est-ce que ça veut dire pour autant que toutes ces espèces sont capables, enfin, sont dotées d'une théorie de l'esprit de la même manière? Eh bien, rien n'est moins sûr, parce que, comme je vous l'ai dit, ces comportements, ils peuvent être expliqués plus simplement, avec des hypothèses alternatives qui sont plus simples. Et par exemple, donc dans l'expérience que je vous ai montrée sur la prise de perspective visuelle, eh bien, les subordonnés auraient pu, comme je vous l'ai dit, ils auraient pu apprendre au cours de leur vie que, voilà, lorsqu'ils sont face à un dominant, ils auraient pu apprendre une règle assez simple qui serait, par exemple, si présence d'un dominant et une nourriture dégagée, alors ne pas se diriger vers cette nourriture-là parce que, évidemment, il y a un risque de conflit et qu'ils ont déjà expérimenté cela auparavant dans leur vie et qu'ils savent que c'est très risqué et qu'ils peuvent voilà, se faire agresser, etc.
Donc, il y a toutes sortes comme ça de ce qu'on peut appeler des hypothèses alternatives, hein, de plus bas niveau cognitif, qui peuvent expliquer aussi bien les comportements observés que une réelle théorie de l'esprit, comme je vous l'ai défini au début de cet exposé. Voilà, donc c'est en fait assez différent. Le fait de décrypter le comportement des autres sur la base d'indices comportementaux assez simples et finalement des règles associatives, des règles d'apprentissage associatif comme ça, assez simples, que de se projeter réellement à la place des autres et d'imaginer ce que les autres peuvent et ne peuvent pas voir. Et donc, si on essaye de replacer un peu ces résultats, disons, dans un contexte théorique et évolutif, ce qu'on peut proposer, c'est que, disons que les animaux, mais aussi les enfants humains préverbaux, voire même les humains adultes dans certaines conditions de stress, par exemple lorsqu'on est un peu pressé par le temps, sont dotés de ce qu'on peut appeler un premier système cognitif qui est en fait qui est un système cognitif automatique, rapide, qui dépend du domaine général et qui est vraiment basé comme ça sur des règles très simples d'apprentissage associatif et qui donc que certains ont appelé une sous-mentalisation ou une théorie de l'esprit implicite, donc qui n'est pas conscient, hein, c'est pas du tout un processus conscient, et qui permettrait comme ça à partir d'indices comportementaux, de réagir à partir d'indices comportementaux et de se comporter de manière adéquate en fait dans plein de situations. Et ensuite, seulement chez l'espèce humaine, au cours du développement, donc c'est-à-dire vers l'âge de 4-5 ans à peu près, on développerait un second système cognitif qui serait cette fois beaucoup plus, beaucoup plus développé d'un point de vue de la mémoire de travail, le contrôle inhibiteur, etc. Et ça renvoie à une théorie qui est très intéressante, qui s'appelle la théorie des gadgets cognitifs, qui a été proposée par une chercheuse qui s'appelle Cecilia Hayes, et qui propose que ce système cognitif-là, qui est beaucoup plus lent, finalement, ne serait pas du tout ne serait pas hérité génétiquement comme le premier système dont je vous ai parlé avant, mais se transmettrait socialement au cours de la vie. Et notamment, en fait, elle fait un parallèle très intéressant avec la lecture, le fait d'apprendre à lire, en disant que finalement, enfants, nous sommes instruits par les adultes qui nous entourent sur ce que voir, penser, croire, etc. veut dire. Et finalement, cette transmission culturelle permet aux enfants de développer de nouveaux mécanismes cognitifs au niveau de leur cerveau et qui permet comme ça de développer une théorie de l'esprit à proprement parler. Donc voilà, en gros, l'espèce humaine serait dotée comme ça de ces deux systèmes parallèles. Un premier système qui serait très anciennement acquis au cours de l'évolution et partagé avec beaucoup d'espèces animales comme les macaques, donc c'est ce dont je vous ai parlé. Et puis un second système cognitif qui serait bien plus complexe, bien plus développé et qui dépendrait de l'évolution culturelle et qui donnerait lieu notamment à notre théorie de l'esprit. Voilà, même si cette théorie, elle est, comme toute théorie, discutée et débattue au sein de la communauté scientifique, mais je pense qu'elle fait quand même assez sens et elle peut expliquer le comportement humain versus comportement des animaux. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je répondrai à vos questions avec plaisir.
Merci beaucoup pour cette présentation. Nous allons effectivement passer au temps de questions avec la salle. Est-ce qu'il y a une première question? Oui, merci. J'aurais une question. Le singe dominé, il a bien la vue sur les deux nourritures. Comment est-ce qu'il sait que le dominant n'en voit qu'une? Est-ce que c'est en observant son regard et qu'il ne regarde jamais la deuxième? Ou est-ce qu'il voit que l'agneau est bouché et puis qu'il réfléchit en se disant s'il est bouché, il ne peut pas le voir? Est-ce que j'ai été assez Euh, clair ou est-ce que je dois le reformuler? alors, boucher, c'est-à-dire? Parce que pour que le dominant ne voit pas la nourriture dans le deuxième agneau, ça veut dire que l'agneau doit être bouché au fond. Sinon, il le Oui, oui, verrait de tout l'autre à côté. fait, exactement. C'est des doubles parpaings qui sont collés. Donc effectivement, le morceau qui est à l'intérieur du parpaing, il n'est pas visible de l'autre côté. Il est visible que du côté du singe. Donc effectivement, le subordonné, lui, il voit que c'est bouché, quoi. Il voit un morceau de nourriture de son côté, mais il y a un mur derrière, quoi. Enfin, il y a le parpaing euh, en béton, quoi. Vous voyez? Donc, si j'ai bien compris, comme il voit que le parpaing est bouché, il extrapole que l'autre ne peut pas le voir. Mais ce n'est pas en suivant le regard de l'autre qu'il remarque qu'il ne le regarde jamais. C'est lui qui extrapole, comme c'est bouché, il n'y a que moi qui puisse le voir. Bah, c'est-à-dire que lui, il voit deux morceaux. Un morceau qui est vraiment dégagé et qui est sur le parpaing, donc que l'autre singe peut aussi voir, et un morceau qui est dissimulé, donc qui est derrière un parpaing que effectivement l'autre singe n'est pas censé voir, quoi. Vous voyez? Oui, enfin, voilà, c'est ça ma question. C'est que l'autre n'est pas censé voir. Sur quel mécanisme il se base pour savoir que l'autre n'est pas censé le voir? Est-ce que c'est simplement parce qu'il observe une obstruction et qu'il est assez intelligent pour savoir que l'obstruction permet de ne pas regarder? Ou est-ce que c'est en suivant le regard de l'autre singe qui considère qu'au bout d'un moment, comme il n'a jamais regardé cette pièce-là, bah, c'est qu'il ne la voit pas s'il n'a jamais regardé dans cette direction-là? Alors après, nous, on n'a pas pu, enfin comme on a filmé les expériences, mais on pouvait pas voir à partir des vidéos le regard. Enfin, vous voyez, c'est difficile sur les vidéos. Vous pouvez pas voir le regard du singe dominant à travers la trappe transparente. On peut pas déterminer exactement vers quoi il regarde exactement. Après, c'est possible que à travers la trappe transparente, effectivement, ce qui peut se passer, c'est que le dominant, lui, il voit effectivement que le morceau visible, et donc son regard est dirigé vers ce morceau-là. Et ce qui est tout à fait possible, c'est que le subordonné, lui, eh ben, il va éviter ce morceau-là parce qu'il est un peu contaminé par le regard persistant du dominant à travers la trappe, ce qui expliquerait qu'il se dirige plutôt vers l'autre nourriture afin d'éviter. Et donc ça va aussi dans cette hypothèse d'inhibition comportementale. Si le dominant regarde vers la nourriture visible, bah du coup, je vais aller vers la nourriture cachée, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonjour, on m'entend là? Je voulais juste savoir si le fait qu'on fasse des expériences sur des animaux dans un contexte qui est pas du tout naturel, c'est-à-dire qu'on les met vraiment dans un truc artificiel et même au niveau de la compréhension, l'interprétation, vous avez insisté sur le terme imaginer. C'est vraiment des choses qui sont, enfin, comment dire, anthropomorphiques un petit peu. Et je voulais savoir si ça biaisait pas tout le processus de recherche que de faire ça, comme ça. Alors, bon, c'est des animaux qui sont captifs, qui ont été élevés, qui vivent en captivité depuis toujours. Donc c'est leur milieu naturel à eux, j'ai envie de dire. Ils vivent quand même dans un groupe social avec leurs congénères, dans des conditions qui sont, voilà, ils ont quand même accès à leur parc extérieur. Là, ils sont testés dans des zones qu'ils connaissent très bien.
Les zones que vous avez vues, c'est pas quelque chose qui est anxiogène pour eux. Au contraire, on avait même beaucoup de mal à les faire sortir des zones de test tellement ils adorent venir faire les expériences. Donc c'était parfois un peu compliqué. Donc, et en plus de ça, l'expérience était, je dirais, la plus écologiquement valide, dans le sens où là, on testait des singes entre eux. Donc, justement, c'était la seule expérience qu'on avait pu faire sans expérimentateurs humains, où ils étaient donc testés avec leurs congénères, de leur groupe, qu'ils connaissent, etc. Donc tout ça, ça a une valeur sociale pour eux. En fait, ce qu'on fait avec ces expériences, c'est de mimer en quelque sorte une situation qu'ils pourraient tout à fait rencontrer dans leur parc, qui est plusieurs nourritures, dont certaines qui sont dissimulées, d'autres qui sont visibles à tous. C'est des choses qui sont tout à fait envisageables, qui doivent, je pense, rencontrer dans leur enclos. C'est juste que là, pour faire des expériences, effectivement, il faut que ce soit assez cadré pour qu'on puisse répéter les expériences, comparer les différentes conditions, etc. Donc voilà, on a essayé de faire au mieux, mais moi je pense que c'est quand même assez valide ce qu'on a fait. Comment dans le groupe la position de dominant et de subordonné par quoi est-elle conditionnée? Est-ce que le dominant, il est dominant parce qu'il est plus fort? Parce que visiblement, il n'est pas tellement plus intelligent. Enfin, il est peut-être aussi intelligent, mais le subordonné, il est obligé de développer plus de tactique pour pouvoir avoir la récompense. Alors, comment au départ se détermine la position de dominant ou de subordonné? Alors chez les macaques, le rang social, il s'hérite de mère vers les enfants. Donc, en fait, les macaques donc s'organisent en sociétés matriarcales qui sont constituées de ce qu'on appelle plusieurs lignées matrilinéaires, donc plusieurs femelles adultes et leur progéniture. Et donc, la femelle la plus haut placée dans la hiérarchie va ensuite, quand elle aura des enfants, ces enfants vont hériter de son rang. Et donc, les enfants de la femelle la plus dominante sont ensuite les mieux placés dans la hiérarchie, etc. Les mâles, eux, chez les macaques, dans le milieu naturel, les mâles, ils vont pas rester toute leur vie. C'est les femelles qui restent toute leur vie dans leur groupe. Les mâles, eux, ils vont se disperser, ils vont migrer vers un nouveau groupe quand ils atteignent la maturité sexuelle. Du coup, donc c'est une hiérarchie plus ou moins linéaire avec voilà, chaque individu a un rang dans la hiérarchie, et les mâles vont donc il y a pas forcément, enfin le plus dominant n'est pas forcément un mâle ou pas forcément une femelle, ça dépend. La hiérarchie des mâles, elle va s'acquérir aussi. Donc c'est pas forcément effectivement les plus forts comme vous dites, parce qu'il faut aussi qu'ils sachent bien se comporter avec les femelles. Et souvent, c'est quand même les femelles qui ont leur mot à dire. J'ai envie de dire que si un mâle fait pas l'affaire ou se comporte mal, etc., elles peuvent tout à fait l'éjecter du groupe et décider que c'est pas un bon mâle et en choisir un meilleur. Parfois, les meilleurs mâles dominants, c'est ceux qui vont beaucoup jouer avec les petits, par exemple, qui vont beaucoup bien s'occuper des petits du groupe, ou qui vont être très bons, comment dire, qui vont beaucoup bien défendre le groupe des prédateurs ou des autres groupes, etc. Voilà, mais effectivement, les subordonnés, c'est pas du tout les plus bêtes du groupe, et ils ont effectivement besoin de développer certaines stratégies en raison de leur statut social. Souvent, c'est ceux qui vont innover le plus, qui vont trouver des nouvelles solutions aux problèmes, etc. Ouais. Une autre question?
Oui, est-ce que l'expérience de la nourriture cachée, vous l'avez aussi faite avec les macaques tonquins qui étaient plus sociaux, du coup, qui avaient moins cette inhibition par rapport à la hiérarchie? Est-ce que vous l'avez faite? Est-ce que ça donnait des résultats différents? Alors, l'expérience avec la nourriture cachée là, que je vous ai montrée, on l'a faite que chez les macaques de Tonkin. On a les macaques noirs que vous avez vus, c'est eux les plus tolérants. En fait, la seule expérience qu'on a pu faire chez les 2 espèces, c'était la première. Après, on n'a plus pu tester les macaques rhésus. C'était trop compliqué de pouvoir tester en plus les singes entre eux. On se serait attendu à des résultats différents. En fait, mais je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile de tester un dominant et un subordonné dans la même zone de test. Peut-être que les subordonnés auraient jamais osé rentrer dans la même zone de test que les dominants, justement parce qu'ils sont beaucoup plus inhibés encore que les autres. Mais on aurait bien aimé pouvoir les comparer pour ça, mais bon, c'était pas possible. Bonjour, vous avez fait des expériences avec des chercheuses. Est-ce que les résultats auraient été différents si vous aviez eu des chercheurs face aux animaux? Ben, peut-être. C'est vrai que en général, de manière générale, c'est vrai qu'on a remarqué que souvent ils étaient plus à l'aise avec des femmes qu'avec des hommes. Alors ça, je pense que c'est peut-être lié au comportement, tout simplement, le fait que les femmes soient un peu plus, disons, un peu plus douces ou font un peu plus attention, marchent plus lentement, ont des mouvements plus doux, etc., que les hommes. Donc, ça aurait été intéressant de pouvoir tester que des femmes versus que des hommes pour voir si vraiment il y a quelque chose. Bon, après, il faut être sûr que ça dépend vraiment du sexe et pas d'autres choses, d'autres variables, quoi. Mais peut-être qu'on aurait eu autre chose, ouais. Là, vous avez fait des expérimentations sur le comportement. Est-ce que vous avez fait aussi des expérimentations sur la compréhension des mots chez les macaques? Par exemple, les chiens, ils peuvent comprendre plusieurs mots. Paraît-il qu'ils peuvent même comprendre entre 100 et 200 mots. Enfin, j'ai un chien, je pense que oui. Mais est-ce que vous avez fait aussi des expériences sur la compréhension des mots? Non, pas moi. Enfin, moi, je travaille pas là-dessus. J'ai pas fait de recherche comme ça. Mais il y a pas mal de chercheurs qui s'intéressent à ça, qui travaillent sur les origines du langage, de la syntaxe, et puis qui ont montré aussi une espèce de compréhension justement de proto-syntaxe chez les primates. Donc après, je peux pas en parler trop en détail parce que je connais pas les détails de ces études-là, mais il y a plusieurs équipes en France et dans le monde qui s'intéressent à ces questions-là et qui montrent des comportements assez du type de ceux qu'on peut observer chez les chiens, chez les autres espèces. Ouais. Vous avez utilisé les notions de bonne intention, mal intentionné, etc. Est-ce que c'est des concepts qui ont sens pour les primates? Eh ben oui, je pense que c'est ce qu'on montre à la fin, en fait. Ces concepts-là, je pense que ce sont des concepts qui sont finalement développés par les humains et qui font sens pour les humains parce que... Pardon? Je voulais vous demander si ça avait du sens pour les primates. Oui, c'est ce que je vous dis, c'est que finalement, pour eux, ça a peut-être pas tellement de sens parce que c'est des concepts effectivement qui sont à la base qui nous font sens à nous parce qu'on aime poser des mots sur. On a créé ces concepts-là
grâce aux mots. Après, ça ne veut pas dire que c'est basé sur rien, puisqu'ils sont quand même capables de discriminer les actions intentionnelles qui sous-tendent ces concepts-là. Donc, ils saisissent quelque chose de l'intention, en quelque sorte. Mais après, j'irai pas jusqu'à dire qu'ils ont ces mêmes notions-là, quoi. Et est-ce que je peux vous demander ce que vous entendez par intention, du coup, dans votre travail de thèse? L'intention, donc c'est le comportement, le but qui est émis, enfin l'action qui est émise dans l'intention d'un but, plutôt. C'est comme ça qu'on le définissait. Merci. Alors, je suis toujours curieuse d'en apprendre davantage sur le comportement des animaux. Je ne peux pas m'empêcher de voir la chose aussi sous un prisme qui m'est cher, qui est celui du bien-être animal. Vous l'avez dit, ce sont des animaux nés en captivité. Il n'empêche que ça reste des animaux sauvages. Qui dit sauvage dit que dans le milieu naturel, il n'y a pas de plexiglas ni de grillage. Et du coup, ma question est celle-ci. Qui sommes... Alors, il n'y a pas forcément de réponse, c'est plus, il n'y a pas de jugement non plus. Qui sommes-nous en tant qu'humains pour priver ces animaux de leur vie sauvage au profit d'une volonté de comprendre, de les comprendre. Après, j'ai bien conscience aussi que mieux les comprendre, c'est mieux les protéger d'une certaine manière. Mais voilà, c'est une question est-ce que vous, dans le monde scientifique, en tant que chercheur, c'est forcément quelque chose que vous prenez en compte? Si oui, comment est-ce que vous le faites? Et j'entends que c'est un arbitrage pas facile à faire, mais c'est important pour moi de le dire aussi. Je comprends cette question. Bon, comme je le disais déjà, ces animaux-là, ils sont nés en captivité, ils sont dédiés à ça, en fait. Ils sont dédiés à la recherche en éthologie, c'est-à-dire que, bon, si on les étudie pas, si on fait rien avec eux, ils servent à rien, quoi. Donc, je pense que quelque part, et puis c'est des animaux qui, je pense, prennent un certain plaisir aussi à participer à des expériences. Ça fait aussi une sorte d'enrichissement dans leur vie d'animaux captifs, hein. Ensuite, je pense que ce qu'il y a, c'est qu'en captivité, on peut étudier des choses qu'on ne peut pas forcément étudier dans le milieu naturel. Moi, je pense que les deux approches sont bonnes et sont complémentaires. J'ai aussi étudié par la suite des animaux, enfin des primates dans leur milieu naturel en Afrique du Sud. Et on ne peut pas forcément faire les mêmes choses, étudier les mêmes choses, quoi. Donc, ces questions fondamentales, le fait de faire des expériences comme ça cognitives avec des protocoles qui sont contrôlés, etc., c'est très difficile, voire impossible à faire dans le milieu naturel. Donc, déjà, on peut pas forcément répondre aux mêmes questions. Et puis, ensuite, la recherche en milieu naturel, ça pose aussi d'autres questions. C'est-à-dire que c'est souvent les primates, ils vivent loin, donc c'est aussi des questions écologiques importantes, de prendre l'avion, finalement, si on part sur le terrain, les étudier dans leur milieu naturel, bah, on a aussi un impact sur leur milieu, avec éventuellement les populations locales qui vivent là-bas, etc. Donc ça pose aussi d'autres questions qui sont pas faciles, pas évidentes. Je pense qu'on essaye, nous, de faire notre travail, notre métier de la meilleure façon qu'on peut, en essayant de respecter au mieux le bien-être animal des animaux en captivité. Et puis, voilà, c'est aussi plus difficile, je pense, d'étudier les animaux que dans leur milieu naturel, aussi pour des raisons financières, tout simplement, parce que c'est des projets qui coûtent très cher. Et puis, bah voilà, disons que la recherche scientifique française n'a pas forcément les moyens de pouvoir développer que des projets loin, dans des zones reculées comme ça. Oui, en fait, je me demandais en fait
quels sont les rapports entre les expérimentateurs et les animaux? Est-ce que ça peut être comparé à un rapport de dominant-dominé? Et puis aussi, la chose qui me fait penser à ça, c'est le fait qu'il y a les yeux ouverts, les yeux fermés. Enfin, je sais que par exemple, dans une meute de chiens, il faut jamais regarder le dominant dans les yeux parce qu'il va penser que c'est une agression, en fait, et puis il y a des risques de morsure. Et peut-être que le singe qui ne regarde pas dans les yeux de l'expérimentateur, est-ce que c'est aussi apparenté à ça qui ne veut pas provoquer l'expérimentateur? Enfin, je ne sais pas. Alors dans la condition yeux ouverts, l'expérimentatrice, elle regardait pas le singe dans les yeux, justement pour éviter que ce soit perçu comme une menace, mais elle regardait plutôt son museau, le haut de son nez. Donc c'est voilà, pour éviter ça, tout simplement. Je suis pas sûre qu'il y ait cette perception de dominance vis-à-vis des humains. Là, bon, vous avez dû me reconnaître quand j'étais plus jeune sur les vidéos. Puis il y a les autres expérimentatrices qui étaient impliquées. Donc ils ont l'habitude de nous en fait. Ils nous voient souvent, presque tous les jours. Je pense qu'on est plutôt associé à quelque chose de positif pour eux, puisque en général, quand on va les voir, c'est pour leur donner les raisins, donc ça leur plaît bien, quoi. Et puis on fait aussi partie du décor parce que on est aussi, voilà, parfois on rentre dans leur parc sans nourriture, juste pour les observer, et ils se comportent normalement, ils nous oublient, quoi. Donc ils vivent leur vie, donc ça montre qu'on finalement, on n'a pas forcément trop d'impact sur leur comportement, quoi. Une dernière question? Mais finalement, est-ce qu'on peut mettre en parallèle le comportement d'un animal captif avec le comportement d'un animal en liberté? Le captif, il est quand même moins en danger, enfin je suppose, que l'animal en liberté. Peut-être que le captif, il s'ennuie plus que l'animal en liberté. Alors, est-ce qu'on peut mettre en parallèle leur comportement? Votre théorie, entre guillemets, c'est juste pour des animaux en liberté, en captif, c'est peut-être pas pour des animaux en liberté. Eh bien, en fait, à partir du moment où des animaux captifs sont capables de certains comportements ou font preuve de certaines capacités cognitives, on peut imaginer que, alors évidemment, les animaux sauvages, ils n'utiliseraient pas forcément dans les mêmes conditions qu'eux. Mais si des animaux captifs en sont capables, eh bien, peut-être que les animaux sauvages pourraient en être capables dans d'autres contextes qui font peut-être plus sens vis-à-vis de leur milieu naturel. Voilà. Parce que c'est des macaques qui sont nés en captivité, mais qui n'ont pas non plus, je sais pas, ils n'ont pas des milliers de générations d'animaux captifs derrière eux. Donc, si vous voulez, il n'y a pas non plus une évolution très longue qui a pu façonner leur cerveau et leur comportement. Nous allons conclure cette rencontre à présent. Merci à vous tous pour vos questions, pour votre attention. Merci encore à Charlotte Canteloup pour sa présentation. Et avant de vous laisser partir, je me permets de vous indiquer la date et le thème de la prochaine conférence. Donc, le lundi 2 mars à 15h, nous accueillerons Lorraine Bakir, qui est ingénieure de recherche en droit au CNRS Université de Strasbourg. Sa conférence traitera de la question de la recherche en droit, et ce, au travers d'un exemple concret de recherche juridique qui sera donc les relations entre le droit et les religions. À cette occasion, si plus particulièrement, la loi de séparation des églises et de l'État de 1905 qui sera abordée. Et donc, il me reste à vous souhaiter une très bonne après-midi.